Ipuur, son nom véritable, c'est Ibou Ourou, c'est-à-dire le grand hibou. Hein? Et je crois que les Sénégalais sont familiarisés avec, voilà, avec ce nom, et c'est donc la vocalisation de son nom. Et c'était quelqu'un qui vivait entre la fin de la 6e dynastie et la seconde période intermédiaire. Bon, les périodes intermédiaires sont des périodes de crise au cours desquelles la société égyptienne est dans une phase de déstabilisation. Et donc, si vous vous remémorez les 30 dynasties que Manéthon, oui, celui qu'on va voir en dernier, le grand historien Manéthon, a légué aux égyptologues modernes, on saura que nous sommes donc en 1850 avant notre ère jusqu'à 1600 avant notre ère. Oui. C'est donc cette période de crise qu'on appelle la période intermédiaire. C'est à cette période, durant cette période, que Ipuur a vécu. Ipuur a eu la même formation intellectuelle que tous les sages et les savants dont nous avions parlé précédemment. À savoir, il a d'abord reçu une initiation. Donc, j'ai décliné les 4 principales phases qui correspondent au périple quadripolaire du dieu Ra. Il a reçu ensuite une spécialisation. Oui. Et cette spécialisation, c'était en architecture monumentale, dans le domaine de l'architecture monumentale. Et après la spécialisation, il est devenu maintenant un administrateur. Et en faisant carrière au sein de l'administration pharaonique pendant une dizaine d'années, il est devenu premier ministre, c'est-à-dire Djati Vizir. Donc, c'est quelqu'un qui a connu, si vous voulez, tout le cursus classique des grands scribes, hiérogrammates, oui, et qui sont également des philosophes. Et finalement, on les connaît pour ce qu'ils ont apporté à l'architecture. Mais disons que au cours de cette seconde période intermédiaire, il a reçu une formation complète. Et il était donc, de ce fait, quelqu'un qui était au cœur du fonctionnement de la société. C'est-à-dire qu'un vizir, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, est l'oreille et l'œil du pharaon. Oui. Donc c'est lui qui, en observant la société dans laquelle il est immergé, c'est lui qui restitue au pharaon le pouls du fonctionnement de la société humaine. Et c'est à ce titre qu'il était particulièrement prédisposé à observer la société pharaonique dans cette période de crise, qui a été aussi la période au cours de laquelle la première révolution, dans l'acception du mot révolution. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une révolte, c'est pas une révolution. Une révolte, ça peut être les jacqueries paysannes du Moyen-Âge en France. C'est tout simplement un peuple qui excédait spontanément, se rebelle, mais n'a pas derrière un plan, si vous voulez, de conquête du pouvoir. Mais une révolution, c'est un bouleversement radical et structurel qui touche le système même, dans sa dimension économique, dans sa dimension juridique, etc. Et dont l'objectif est la destruction des fondations de l'État pour la prise du pouvoir par un groupe humain donné. Donc c'était bien une révolution dont il nous parle. Et cette révolution était la toute première dans l'histoire de l'humanité. On n'en parle pas, on ne l'étudie pas, mais c'est une révolution qui nous renseigne beaucoup sur ce que j'appelle la fragilité de l'État, finalement. Alors à présent, professeur, peut-on résumer les admonitions d'un sage, l'œuvre majeure d'Ipuur, en faisant ressortir, dans la mesure du possible, son originalité? Ipuur semble insinuer que lorsqu'il y a mécontentement du peuple, et notamment de la paysannerie, parce que c'est la première révolution paysanne aussi, voyez, souvent les paysans, ce sont eux qui nourrissent la nation. Mais on s'occupe très peu de leur sort. Finalement, on se dit, ce sont des gens qui sont bien occupés dans leur campagne. Il ne faut pas les mélanger avec ceux qui décident. C'est notamment toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas en Afrique. Comprenez bien que du point de vue pédagogique, j'ai choisi une méthode qui est celle-ci. Nous prenons comme indice d'investigation ce qui s'est passé il y a plusieurs millénaires. Mais notre but, c'est d'actualiser ça et de montrer que, en fait, il y a une répétition historique en Afrique. Que l'Afrique n'est pas sortie des contradictions,
Parce que l'Afrique est amnésique. Oui. C'est pour cela que la révolution qui a eu lieu là, que Ipuur nous résume, c'est une révolution qui aujourd'hui est latente en Afrique. Oui. Un peu comme une femme qui est en travail. Mais elle peut déboucher sur un chaos. Et c'est pour éviter le spectre du chaos que Ipuur va donner un certain nombre de conseils et de recommandations à ceux qui ont en charge la gestion du pays comme lui. Oui. Et donc, nous en arrivons donc à la question de ce que vous avez appelé le résumé des admonitions d'un sage. Ipuur montre que quand le peuple est en colère, c'est parce que l'ordre de la création divine est perturbé. Donc, il y a une corrélation entre la création par arrêt de l'univers et les déséquilibres qui menacent cette création. Au niveau de la société humaine, la société humaine n'étant que le microcosme du macrocosme qu'est l'univers. De ce fait, et partant de ce postulat, Ipuur explique pourquoi la peste s'est abattue sur tout le pays. Je cite, pourquoi les fleuves commencent à s'assécher et à ne plus avoir de lit pour irriguer la société. Pourquoi les hommes ne peuvent plus boire de l'eau, une eau pure, comme avant, l'eau du Nil. Pourquoi tout ce que la nature avait donné à l'homme de la vallée du Nil, l'homme noir africain de la vallée du Nil, tout ça est devenu hostile. Donc l'environnement est devenu hostile parce qu'il y a comme une sorte de dérèglement dans le fonctionnement de l'horloge de la société égyptienne. Et ce dérèglement, ce sont les paysans qui, en tant que victimes, vont porter les doléances. Vous savez bien que pendant la Révolution française, on parlait des cahiers de doléances. Oui. Hein? Le tiers-État portait ses doléances devant le roi. Eh bien, du temps de Ipuur, les paysans portaient leurs doléances vers le vizir. Et lui-même étant vizir, forcément, les doléances lui parvenaient. Et son rôle était non seulement d'apaiser la colère des paysans qui commençaient maintenant à détruire les symboles, attention, des temples. Donc toucher au temple, c'est toucher au sacré. Parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait plus d'adéquation entre le rôle des prêtres, le clergé d'Amon, surtout le haut clergé, et l'idéal de justice qu'ils devaient porter en vertu du concept nodal de la Maat dont je vous ai parlé. Donc, ce détournement, disons, de la haute caste sacerdotale et des objectifs même de la justice sociale, c'est ça qui va permettre aux paysans d'attaquer symboliquement les temples. Oui. Donc, attaquer les temples, c'est attaquer les divinités qui sont dans ces temples-là, dans le Naos, dans le Saint des Saints des temples. Donc, ça veut dire attaquer aussi l'ordre divin. C'est de là que découle maintenant ce que Ipuur va proposer, c'est-à-dire un dialogue. Un dialogue. Vous savez, souvent, quand ça va mal dans les sociétés modernes, Oui. on parle de dialogue, on parle de conférences nationales, on parle de rencontres pour réconcilier les gens. Oui. On en parle en Côte d'Ivoire, on en parle un peu partout. Eh bien, la première fois où, dans l'histoire humaine, le dialogue a été considéré comme la seule manière de venir à bout d'une révolution, c'était en Égypte pharaonique. Et ce fut l'œuvre du texte qu'on appelle Admonition d'un sage, du grand maître Ibou Ouro, que nous appelons, nous, par déformation, Ipuur. Sur le plan de ce qu'on appelle depuis mars la superstructure idéologique, c'est le non-respect de ce qu'on appelle le code des vertus cardinales de la Maat. Oui. C'est-à-dire que dans cette configuration juridique, tout individu qui vit en Égypte doit avoir un minimum vital pour lui-même et sa famille. Il doit avoir un toit. Oui. Il doit avoir une rente. Il doit se soigner. Il doit avoir des loisirs. Il doit avoir un certain nombre de choses qui correspondent à ce que l'on appelle la grille des besoins dans une société humaine. Or, c'est cela qu'on appelle aussi, cette grille des besoins, c'est cela qu'on appelle le développement humain. Oui. Parce que c'est l'humain qui est au cœur et au centre du projet de société. Ce n'est pas la maximalisation du profit, c'est l'humain. D'accord? Et dans cette configuration, on ne peut pas appeler des êtres humains la matière première du travail.
Parce que l'homme, c'est un être divin. Ce n'est pas de la matière première. Donc, partant de là, il y a eu faute lourde, imputable à deux institutions. Le gouvernement religieux, qui est incarné par le clergé d'Amon, et singulièrement par le grand prêtre d'Amon de Karnak, et aussi le gouvernement civil et administratif, qui est incarné par le vizir. Et le vizir, en l'occurrence, c'est qui? C'est Ipour lui-même. Donc ce texte est un texte d'autocritique. Donc voilà le facteur déclencheur sur le plan idéologique. Maintenant, sur le plan économique, la société pharaonique était une société qui était basée sur ce que j'appelle une collectivisation, une communautarisation des moyens de production et d'échange. C'est-à-dire la terre n'appartenait pas à un individu. La terre, c'était la terre des ancêtres. Donc, il y avait le chef de terre qui, lui, devait distribuer les récoltes équitablement à tout le monde sur les 42 nomes de l'Égypte ancienne. À partir du moment où il y a un accaparement des fruits de la richesse qui est produite collectivement par la communauté, devrais-je dire, à partir de ce moment-là, il y a un déséquilibre structurel au niveau de la répartition des richesses. Donc, les fondements même de ce qu'on appelle l'infrastructure, là je ne parle plus de superstructure idéologique, je parle de l'infrastructure socio-économique, ces fondements, la fondation se lézarde. Et lorsqu'elle se lézarde, il y a donc un groupe d'indigents qui est formé, pendant que les terres sont confisquées par le clergé, d'accord, il y a un groupe d'indigents, et ce groupe d'indigents devient un peu comme maintenant les serfs du Moyen-Âge. Ce ne sont plus des gens qui bénéficient de la propriété collective de la terre. Et qu'on peut dire maintenant, la terre appartient à celui qui la cultive. Ça devient maintenant des gens sans feu ni lieu, sans toit ni terre. Et ces gens-là se retrouvent à la merci du clergé qui confisque les terres. C'est en vertu de cette injustice que la société entre en convulsion et en ébullition comme un volcan. Et ce volcan de la société, c'est précisément la révolution sociale et paysanne. Mais il y a un dernier point. C'est la société pharaonique est basée sur la croyance en l'immortalité de l'âme. Donc, tous les êtres humains, quels qu'ils soient, pour peu qu'ils appliquent la maths, ils ont l'assurance d'aller dans les champs de Lialou. C'est-à-dire ce que Homère a appelé les Champs-Élysées. Et là, ils vont rencontrer leurs ancêtres. C'est le paradis africain. Et pour les Égyptiens, c'est la région des grands lacs africains. Donc, quand on va là-bas, on rencontre tous ses arrière-grands-parents. On ne rencontre pas là-bas Isaac et Jacob. On rencontre les ancêtres du peuple égyptien. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire va se passer. C'est que les paysans sont exclus de l'immortalité de l'âme. Et des rites qui sont associés à cette immortalité. C'est-à-dire, ils font l'objet d'une inhumation à la sauvette, sans les rites qui accompagnent funéraires, n'est-ce pas? Et finalement, ils n'ont même pas droit à une tombe décente. Ils n'ont pas droit à ce qu'on appelle la demeure d'éternité, c'est la tombe. La demeure d'éternité est le reflet de la demeure que tu as sur terre, ta propre maison. Et donc, la projection transcendantale de cette demeure que tu as chez toi, ils n'ont pas droit à ça dans l'au-delà, eux. Donc, ils vont se battre pour ce qu'ils appellent la démocratisation des rites osiriens. Donc, la paysannerie va réclamer à son tour l'inhumation dans des conditions décentes par le clergé de tout le monde, quelle que soit l'humilité de sa condition. Et c'était ça, l'idéal moral de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire, tout être humain, quel que soit son handicap, quelle que soit sa pauvreté, il devait être à l'égal de ceux qui dirigent la société. Il ne devrait pas y avoir une injustice rémanente. Donc c'est pour cela que l'idée selon laquelle l'Égypte ancienne était une théocratie tyrannique, n'est-ce pas? Et que le pharaon était un despote, n'est-ce pas? Plus ou moins éclairé. Cette idée-là, elle n'était pas en vigueur en Égypte ancienne. Elle a été, pour ainsi dire, inventée par la Bible hébraïque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu une figure despotique émerger, qu'on appelle la figure du pharaon. Jusque-là, en Égypte ancienne, il a toujours été question d'une justice sociale. Et c'est la raison pour laquelle, je vous rassure tout de suite, ce que nous rapporte Ipour, ça va se terminer bien, et non pas par un chaos, parce que le pharaon va, à la suite des requêtes d'Ipour et des autres membres de l'administration, il va donc revenir à la raison, revenir aux idéaux qui fondent la société,
et permettre une redistribution de toutes les richesses de l'Égypte à tous ses habitants. Professeur, la révolution sociale rapportée par le grand sage Ipuwer visait-elle le pharaon et quelles étaient les attributions exactes du pharaon, professeur? Dites-nous. La révolution en question visait tous les symboles de l'État pharaonique. Or, bien souvent, on considère à tort le pharaon comme un chef d'État. Le pharaon n'a jamais été un chef d'État. Déjà, le mot pharaon ne désignait pas la personne du roi. Ce mot a commencé à désigner la personne du roi à partir du Moyen Empire seulement. Le mot pour désigner le roi d'Égypte, c'est le mot Nessout, qui veut dire celui qui vient du sud. Parce que sout, c'est la plante qu'on appelle la plante du Jonskirpus des marais. C'est une plante héraldique qui désigne uniquement le sud. Donc vous voyez une population comme celle de l'Afrique du Sud actuelle, la pointe sud de l'Afrique du Sud actuelle, qu'on appelle les Soto. Leur vrai nom, en fait, c'est les Basuto, c'est-à-dire la collectivité humaine qui vit au sud. Vous voyez? Donc c'est toujours le sud, Soto. Et le pharaon, quand on dit le roi de Haute et de Basse-Égypte pour le désigner, oui, ce n'est pas en toute rigueur exact. Ce qu'on devrait dire, c'est celui qui vient du sud et qui est le conquérant du nord. Donc c'est ça le titre du pharaon. Mais pharaon, ça vient du mot père Aa, qui veut dire la grande maison, oui, ou la grande demeure. Donc ce mot-là, quand on envisage la dimension macrocosmique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est l'univers, ça veut dire que ça désigne l'univers. Donc le pharaon serait alors celui qui est en charge de l'univers. Mais si on envisage la dimension microcosmique, c'est-à-dire sociale, alors ça devient le palais royal. Donc le pharaon, c'est celui qui est en charge du palais royal. Mais en aucun cas, le palais royal ne saurait être considéré comme sa propriété privée. N'est-ce pas? Puisque le titre même du pharaon veut dire qu'il occupe un trône qui appartient à Ré, c'est-à-dire au Créateur. Et pour occuper ce trône, il y a 3 critères. Oui. Le premier, c'est l'initiation. Donc les initiations royales de ces enfants qui avaient souvent 9 ans, 10 ans, 12 ans. Et en Égypte ancienne, on considérait qu'à l'âge de 25 ans, tu es déjà vieux. C'est-à-dire, c'est même plus la peine de dire que tu vas apprendre des choses en mathématiques, en architecture, quand tu as dépassé 30 ans. Moi, je connais des gens aujourd'hui qui, en France, à 50 ans, n'ont pas fini leurs études. Vous voyez? Parce qu'ils doivent travailler la nuit. Ils doivent nourrir leurs enfants, etc. Parce qu'il y a un phénomène de clochardisation sociale qui n'existait pas dans l'Égypte ancienne. Puisque l'État était mobilisé au service de ce que j'appelle la défense et l'illustration de la science. Donc, c'est en vertu de ce que je viens de dire que vous pouvez comprendre les attributions du pharaon. Oui. Après l'initiation royale, le pharaon avait un deuxième devoir. Il devait être celui qui se charge de nourrir le corps de ses sujets. Le pharaon avait obligation que tout le monde mange dans les 42 nomes du lever au coucher du soleil. Il n'y a une seule exception. C'est au moment où il y a ce que les musulmans vont reprendre plus tard aux Sabéens, qu'on appelle le ramadan. C'est-à-dire qu'un certain nombre de prêtres vont se mettre maintenant en retrait de l'Égypte, dans les montagnes, et ils vont jeûner pour nous. Ils vont jeûner, ils vont s'abstenir de toute tentation sexuelle. Ils vont distribuer la nourriture à ceux qui n'en ont pas, gratuitement. Et ils vont s'abstenir de dire du mal, ou de tuer, ou de blesser, qui que ce soit. D'accord? Donc, ce sont les Noirs qui, au fond, ont initié ce qu'on va appeler plus tard le Ramadan. Vous voyez? Je voudrais pas rentrer dans certains détails, n'est-ce pas? Mais je crois que mon ami qui a fait Enfant du Nil, Négamas, le grand enchanteur de la Renaissance kémite. C'est même pas un chanteur, c'est un enchanteur. Il pourra nous l'expliquer. Voilà, lui il peut l'expliquer. Le jour où vous le verrez, il va vous expliquer parce que quand il fait le Ramadan, oui, il se souvient effectivement du jeûne de l'Égypte ancienne. Donc ça veut dire que nous n'avons pas attendu qu'il y ait telle ou telle religion abrahamique pour jeûner. Ce serait même de l'indécence, compte tenu de l'antériorité chronologique. Alors, dernière chose, le pharaon devait s'occuper aussi de la nourriture spirituelle. Oui. Il doit nourrir aussi l'esprit de ses sujets. Et le pharaon, il veillait personnellement à ce que tout le monde soit cultivé. Tout le monde étudie.
Même si tout le monde ne devient pas scribe, hiérogrammate, ce qui est effectivement le sommet des sommets, tout le monde devait être en mesure au moins de connaître les préceptes de Ptahhotep, de connaître Horjejef, de connaître Imhotep, de connaître Kagemni et de connaître aujourd'hui Ipu Ur, notre grand observateur de la révolution sociale. Alors à présent, professeur, peut-on redéfinir avec précision le concept de révolution à la lumière de l'œuvre du grand sage Ipu Ur? Dites-nous. Une révolution pour les modernes, je cite Lénine, l'État et la révolution, c'est un changement radical d'un système économique, politique, juridique, etc. Et la substitution à ce système d'un autre système qui, lui, obéit à d'autres principes et un autre paradigme en termes d'organisation. C'est ça une révolution pour Lénine. Bien. Mais sachez que la notion de révolution n'est pas univoque, elle n'est pas dogmatique. Ça dépend de la culture de chaque peuple. Oui. Donc, pour les Égyptiens, qui ont été les premiers à penser la révolution, à travers l'œuvre du grand sage Ipu Ur, une révolution, c'est d'abord un dysfonctionnement cosmique. C'est-à-dire que ceux qui sont en charge d'appliquer le code de vertu cardinale de la Maat dans une société humaine, Oui. ils se détournent de ce code pour appliquer des règles qui relèvent d'Isfet. Donc, c'est qui Isfet? C'est une autre femme qui, au niveau transcendantal, s'oppose à Maat. C'est donc le principe du désordre, du déséquilibre, du dysfonctionnement au niveau social et cosmique. Mais au niveau de l'organisation du drame cosmique, maintenant l'ordre divin va être incarné non plus par Maat, qui est un principe transcendantal, ainsi que Isfet qui incarne le désordre, mais ça va être incarné par Ré. Et Ré aura en face de lui qui? Apophis. C'est-à-dire un serpent arc-en-ciel qui crache du feu dans la droite et qui cherche à renverser tout le temps la barque de Ré. Or, le renversement de la barque de Ré serait synonyme du retour vers le néant. Du retour vers le néant. Et le retour vers le néant, c'est la hantise du peuple noir. Donc, vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a une philosophie, Oui. à la suite de Nietzsche, qu'on appelle le nihilisme. Eh bien, le nihilisme, qui est considéré aujourd'hui par l'Occident comme la perte de sens. C'est-à-dire, on demande, quel est le sens de l'existence humaine à Nietzsche? Nietzsche dit, le sens de l'existence humaine, c'est l'absence de sens. Mais s'il dit ça, il va penser que c'est le néant, finalement, qui est la finalité du destin de l'homme. Mais comment peut-il penser logiquement le néant? Puisque le néant suppose qu'il n'y ait personne pour penser, pour le penser en tant que néant. Donc, je résumerai en disant la pensée du néant est le néant du pensée. La pensée du néant, c'est le néant de pensée. Donc, ça veut dire que la thèse de Nietzsche s'effondre. Il n'y a pas de nihilisme. Il y a une philosophie optimiste, c'est-à-dire le retour de l'homme vers sa divinité, sa condition divine. Et c'est ça que porte l'Égypte ancienne. Donc, nous avons deux modèles de civilisation. Nous avons un modèle égyptien qui est incarné par l'ordre de Ré, n'est-ce pas, face à Apophis. Et ce modèle, c'est l'optimisme, l'harmonie entre toutes les forces cosmiques et l'homme. Et en dernière analyse, la justice et la maths. Oui. Et en face, nous avons un ordre qui est en train de s'essouffler maintenant à travers ce que j'appelle l'essoufflement des grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique. Cet ordre-là maintenant, c'est quoi? C'est l'athéisme, le matérialisme, la jouissance pour la jouissance. D'accord? Et aussi, ce que j'appellerais la perte totale de sens. C'est-à-dire qu'on dit, il n'y a pas de sens dans l'existence humaine. Il faut faire bombance, il faut manger au maximum, tu périras, et une fois que tu péris, il n'y a plus rien. C'est parce qu'ils savent qu'il n'y a plus rien qu'ils peuvent tuer les Indiens d'Amérique. Eh bien, vous voyez, la sagesse d'Ipu Ur, c'est de montrer au contraire que si chaque personne, dans une société humaine, veut avoir le maximum de biens collectifs pour pouvoir faire sa mission divine sur Terre, n'est-ce pas? Eh bien, il faut qu'il y ait une société qui permette justement la distribution, la répartition et l'entraide. Voilà le maître mot d'Ipu Ur, l'entraide comme solution aux mots M-A-U-X, les mots M-O-T-S que Ipu Ur met sur les mots M-A-U-X
de la civilisation égyptienne, il y a un maître mot, Oui. c'est le dialogue. Le dialogue. Le dialogue, encore le dialogue, et toujours le dialogue. Alors, pour terminer avec Ipour, professeur, est-il permis de considérer ce grand sage, le grand sage Ipour, comme le précurseur lointain de la sociologie des révolutions dont parlait Louis Althusser? Oui, Althusser, c'était le prototype de l'intellectuel de gauche Oui. qui était le pendant communiste de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre se définissait comme existentialiste. Althusser, et c'était le pontife des communistes. Et il a écrit un ouvrage classique pour Marx. Et dans cet ouvrage, Althusser dit ceci: seul l'Occident connaît les révolutions. Parce que l'Occident, c'est un monde dans lequel il y a tout le cocktail pour des révolutions. Les sociétés d'Orient, et ils placent l'Égypte ancienne en Orient alors que l'Égypte est en Afrique. Et selon le précepte de Hegel, qui disait que l'Égypte est un accident géographique en Afrique et que tout le reste n'est que ténèbres. Mais évidemment, il faut saluer les ténèbres de la pensée de Hegel sur l'Afrique. Parce que Hegel n'a pas su avoir une autre conception que la conception ténébreuse de l'Afrique, ce qui est dommage, parce que c'est un très grand philosophe par ailleurs. Mais ce dont nous parlons ici, c'est l'idée selon laquelle les sociétés, les empires de la période pharaonique étaient réfractaires au progrès et au dynamisme du progrès. Seule la société occidentale permet le progrès. Et le prototype de ce qui permet d'accoucher de sociétés nouvelles par des mutations qualitatives, c'est la révolution. Donc, la révolution était inconnue de ces grands empires, ce qu'on appelle le mode de production asiatique à l'époque. Oui. Mais c'est une erreur que toute la théorie sociale marxiste traîne, et avec elle la théorie libérale, n'est-ce pas? Parce que la vérité est celle-ci, tout simplement. Le premier sociologue des révolutions dans l'histoire humaine était un noir africain, certainement de type sénégalais, avant la lettre, qui s'appelait Ibou Ourou. Ipour. Et Ipour nous a donné le premier traité de la révolution universelle, qu'on appelle le texte de l'admonition d'un sage. Oui. Et Ipour, c'était donc le précurseur, n'est-ce pas, de la sociologie des révolutions. Autrement dit, si on veut mieux comprendre aujourd'hui la révolution chinoise, la révolution russe, la révolution française, la révolution américaine, et je dirais même la révolution haïtienne, il faut reprendre les classiques. Et le classique des classiques, c'est le texte de l'admonition d'un sage, du grand savant Ipour. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Aïssa.